Un témoignage exceptionnel et rare ce matin, celui d'un homme de 33 ans qui a connu Al-Qaïda, qui a croisé Ben Laden, qui a connu les geôles de Guantanamo, qui a connu la prison française, qui est aujourd'hui un homme libre, un homme qui s'engage et qui prévient les jeunes des dangers du djihad. Mourad Benchelali, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous ce matin. Vous avez 33 ans, Mourad. Oui. 33 ans aujourd'hui. Oui. Il y a une semaine, vous étiez dans le 20e arrondissement de Paris, avec des jeunes. Vous vous adressiez aux jeunes et vous leur disiez attention, attention à l'embrigadement. Attention, si à un instant vous avez eu l'intention de partir faire le djihad, ne partez pas. C'est votre nouvel engagement aujourd'hui ? Non, c'est pas un nouvel engagement. Moi, je l'ai toujours fait. Je l'ai fait en Suisse, en Belgique. Ça fait des années que je fais ça. J'ai écrit un livre, en fait, où j'ai raconté un petit peu mon histoire, ce que j'avais vécu. Et je me suis rendu compte que certains s'intéressaient à mon histoire. Et donc, ça a été l'occasion pour moi d'en parler, avec des jeunes notamment. Et donc, ça fait longtemps que je fais ça, en fait. Il y a 2-3 mois, par exemple, j'étais en Suisse, j'ai été invité par une école, ils ont des enfants de 15 ans qui lisaient mon livre, et on a eu l'occasion d'en parler. Vous avez parlé en Suisse avec des enfants de 15 ans, c'est plus difficile en France parce que l'éducation nationale, pour l'instant, ne vous ouvre pas ses portes, ce qui est dommage, parce que votre engagement est clair aujourd'hui. Vous allez me parler de votre passé, on va parler de Guantanamo, on va parler de l'Afghanistan, on va parler de cet embrigadement vous concernant, on va parler de Ben Laden, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont tous ces jeunes. Qu'est-ce que vous avez... D'abord, pourquoi est-ce que vous venez vous exprimer ce matin? Pourquoi est-ce que vous avez accepté? Parce que vous parlez très rarement, Mourad. Bon, en même temps, je suis venu parce qu'on m'a invité. Oui, je vous ai invité. C'est vrai que, je vous l'ai dit, moi je l'ai fait en Suisse et en Belgique. En France, on m'a jamais invité pour le faire. D'ailleurs, j'ai toujours été étonné de cette raison-là. J'ai beaucoup été diabolisé en France. On m'a défini comme djihadiste, islamiste, etc. Alors évidemment, ça donne pas envie de me donner la parole dans ce climat-là. En revanche, je passais la frontière. J'étais la victime de l'arbitraire. J'étais pas, c'était surtout ça. Comme si, passer la frontière, on me rendait mon statut de victime. Et j'ai vraiment senti un changement de regard, que ce soit en Suisse ou en Belgique. Et du coup, ça a créé une dynamique. Oui, mais victime, c'est une chose, Mourad. Mais lorsque vous aviez 19 ans, lorsque vous êtes parti vers l'Afghanistan, vers Al-Qaïda, vous n'étiez pas victime. Vous l'avez décidé par vous-même de partir à l'époque. Vous savez, moi j'ai toujours assumé mes responsabilités. Je sais. En même temps, M. Bourdin, oui. y a une grande injustice dans la façon dont on lit mon histoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi je suis parti en juin 2001. Déjà j'avais 19 ans, c'est vrai. Oui. À cet âge-là, on est bête et irresponsable, immature, et on ne sait pas où on met les pieds, et on ne se pose même pas la question. Parce qu'on est excité par l'idée de sortir, de voyager. Moi, je ne suis jamais sorti de mon quartier. J'ai grandi au Minguettes. C'est une forêt de Tours. C'est une forêt de Tours. Et donc, juste le fait d'aller à Lyon, c'était comme aller dans un autre pays. Et donc, évidemment, que la simple idée d'aller voyager, c'est déjà en soi attrayant. Ensuite, c'est vrai que moi... Donc, comme je vous disais, j'avais 19 ans et l'Afghanistan me fascinait. Et on est avant le 11 septembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Al-Qaïda, Ben Laden, on ne connaît pas. On n'a jamais entendu parler, ça n'existe pas à l'époque. Donc, il y a plein de choses sur l'Afghanistan qu'on sait aujourd'hui. Et quand je dis que c'est une injustice dans la façon dont on lit mon histoire, c'est que les gens regardent à travers ce filtre de l'après 11 septembre. Les gens disent, mais ils ne pouvaient pas ne pas savoir qu'il y avait Al-Qaïda, qu'il y avait Ben Laden, etc. Mais c'est faux. Tout ça, on ne connaissait pas ces choses-là. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur la suite de votre trajectoire, Mourad. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ces jeunes qui partent en Syrie pour le djihad. Et qu'est-ce que vous leur dites lorsque vous êtes face à eux? Ces jeunes qui seraient tentés, ou ces familles qui viennent se renseigner, qu'est-ce que vous leur dites? Déjà, moi, je m'identifie à ces jeunes, parce que oui. Je sais que ce sont des victimes avant tout. Moi, c'est comme ça que je les vois. À 15 ans, on ne peut pas être conscient de tout. On ne peut pas savoir réellement où on met les pieds. Et on est influençable, évidemment. Alors après, il y a tout un tas de raisons sociales, etc., qui expliquent qu'un jeune est tenté de partir. Moi, ce que je leur explique, c'est que
de la même manière que moi je dissuade un jeune d'aller en Syrie comme je le dissuaderais d'aller au pôle Nord tout seul, hein, c'est la même chose. Je lui explique qu'il se met en danger avant tout, qu'il met sa propre famille dans la détresse, parce que moi j'ai vu la souffrance de ma famille, j'ai vu la souffrance de ma mère. D'ailleurs je lui dis maman je t'aime, pardonne-moi parce que j'ai vu la souffrance qu'elle a eue de me voir dans cette situation. Donc je connais cette détresse-là. Vous avez parlé des familles aussi, de ces jeunes. J'ai eu l'occasion en Belgique de parler avec des mamans dont les enfants de 15 ans sont en Syrie. Donc on a échangé, c'était vraiment intéressant. Et puis moi je leur ai raconté ce que j'avais vécu. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que moi, à travers la façon dont je me suis battu pour m'en sortir, ça n'a pas été facile, personne ne m'a aidé à le faire d'ailleurs. Parce que quand on a un parcours comme le mien, on est un paria, ça il faut le savoir. Et donc je me suis battu pour m'en sortir. J'ai appris un métier, ça a été difficile et pour moi c'est le meilleur exemple que je leur donne à ces jeunes en leur disant quand bien même vous avez eu ce parcours-là, quand bien même vous avez été radicalisé, il y a toujours possibilité de sortir de ça, de vous réinsérer, de reconstruire votre vie et de passer à autre chose. Et je leur laisse cette porte ouverte. Et je pense que c'est ça qui est important. Manipulation mentale, lavage de cerveau, parce que ces jeunes qui croient partir. Pourquoi? Pour un idéal religieux. À la limite, ils ne savent même pas ce qu'est la religion à 15 ans ou à 16 ans. Mais évidemment, quand on a 15 ans, comment est-ce que... Vous n'aviez pas lu le Coran, vous? Mais c'est à Guantanamo que moi j'ai appris le Coran. D'ailleurs, j'ai appris près de la moitié. J'ai jamais autant appris la religion qu'à Guantanamo. Moi, je vais vous dire, ça va peut-être vous faire rire. Mais quand je suis parti, moi, en Afghanistan, l'idée que j'avais de l'Afghanistan, c'était le film de Rambo. Rambo 3, il part en Afghanistan, on voit des paysages, il est sur un cheval, etc. Et bon, c'était cette représentation que j'avais. Ouais. Mais je veux dire, mes références, c'était les films américains. D'ailleurs, quand je racontais ça aux Américains, ça les faisait pas rire du tout. Et donc, voilà, je veux dire, il y a des explications rationnelles en réalité. Et souvent, la religion, c'est le prétexte. On y va parce qu'on trouve ça excitant, parce qu'on voit ça comme un jeu, parce que c'est une idée d'aventure, etc. Et puis après, évidemment, la religion, c'est le prétexte. Alors, laissons aujourd'hui, évidemment, la population, tout le monde s'inquiète, du retour de certains de ces jeunes qui pourraient être embrigadés et même idéologiquement formés et qui pourraient revenir avec des idées d'attentats terroristes. Ça, évidemment, évidemment, le risque existe. Moi, M. Bourdin, j'ai eu une chance, c'est que... Alors c'est vrai, personne ne m'a aidé à m'en sortir. Je parle des structures officielles, etc. Pour trouver un métier, pour être suivi psychologiquement. Enfin, voilà, on m'a livré totalement à moi-même. En revanche, j'ai eu des personnes, quelques rares personnes, qui m'ont tendu la main, qui m'ont pas jugé et qui m'ont aidé à me reconstruire. Et je pense que ça a été déterminant. Oui. Vous dites, pour éviter les départs, les mesures du gouvernement ne sont pas les bonnes. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, par exemple, il y a un truc symbolique, là, comme on retire la nationalité à un jeune. Pour ceux qui ne se sentent pas français, on leur enlève leur nationalité, ou on leur enlève la carte d'identité, mais c'est pire. Comment il va se sentir? Comment est-ce qu'il va interpréter ça? Je veux dire, c'est de nature, au contraire... Alors, il y a d'autres pays qui emploient d'autres méthodes. Le Danemark, par exemple, qui a choisi d'ouvrir des centres. Mais en France, moi, je sais pas, j'ai ce sentiment-là, que c'est garde à vue, les méthodes, c'est toujours de la répression policière, quoi. En gros, c'est garde à vue, la prison, etc. C'est comme ça qu'on fabrique les terroristes? C'est comme ça qu'on fabrique des terroristes? Déjà, ça manque de l'humain, M. Bourdin. Ça manque d'humain, ça manque de voilà. La radicalisation, c'est quoi? Avant tout, c'est un sentiment d'injustice. Mettre un jeune en prison, vous pensez que ça va diminuer son sentiment d'injustice? Au contraire. S'il a la conviction qu'on le combat parce que simplement il est musulman ou c'est un arabe, etc., le fait de le détenir, de le tenir en prison, etc., ça va qu'augmenter ce sentiment-là d'injustice. Moi, je ne me suis pas radicalisé, M. Bourdin, mais par miracle. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas radicalisé? Parce que selon vous, aujourd'hui, maintenant. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. Je m'en suis tellement voulu à moi-même d'avoir eu cette erreur. J'ai vu la souffrance que je vous ai dit, la souffrance que ça a provoqué dans mon entourage, les conséquences que ça a eu dans ma vie. Donc je m'en veux, je continue à m'en vouloir d'ailleurs. Et je m'en veux tellement à moi-même que je ne peux plus en vouloir à qui que ce soit. Et je pense que c'est ça qui fait que je peux pas avoir la haine. En revanche, personne, voilà, je veux dire, on dit faut pas vous radicaliser, faut pas se radicaliser.
Mais on m'a torturé à Guantanamo. On m'a détenu à mon retour en France. On a fait de moi un paria. Parce que quand vous sortez, il y a le regard des gens, il y a la diabolisation des médias, etc. Donc la radicalisation, on la favorise en réalité. On parle, voilà, les méthodes antiterroristes, j'ai l'impression qu'elles sont plutôt contre-productives en réalité dans la façon dont elles traitent la radicalisation. Mourad Benchelali, vous êtes parti à 19 ans, donc en Afghanistan. En Afghanistan, vous êtes entré dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda, près de Kandahar. On est bien d'accord, hein? Et là-bas, un jour, d'abord, vous êtes resté combien de temps dans ce camp? Juste pour préciser, oui. Moi, quand je pars pour l'Afghanistan, je ne sais pas ce que c'est qu'un camp d'entraînement, je n'en ai jamais entendu parler. Comment avez-vous atteint d'ailleurs ce camp d'entraînement? Quand je suis arrivé en Afghanistan, tous les jeunes qui arrivaient, on les envoyait directement là-bas. On disait c'est comme ça. C'est un camp de formation, quoi, en quelque sorte. D'une certaine manière. En tout cas, c'est un camp qui est de nature à inciter à aller combattre aux côtés des talibans. Qui combattaient à l'époque dans le nord de Kaboul, avec l'Alliance du Nord, avec la coalition. On ne laissait pas le choix de toute façon. Une fois arrivé en Afghanistan, c'était... et d'ailleurs... tu restes là, tu meurs, tu es là, tu meurs, tu te bats uniquement, et il n'y a pas d'autre choix. Le camp d'entraînement, c'est 60 jours, on ne peut pas sortir de ce camp, sauf si on est réellement malade, etc. C'est la seule raison qui fait qu'on peut sortir de ce camp, sinon c'est impossible d'en sortir. Donc c'est une première violence. Et puis surtout, moi je suis déçu évidemment parce que c'est pas pour ces raisons-là moi que je pars en Afghanistan et du coup, voilà c'est... Vous découvrez très vite la réalité. Quoi. Voilà exactement, c'est ça. Et donc vous êtes resté combien de temps dans ce camp? 60 jours. On n'a pas 60 jours. 60 jours. Et ensuite, vous avez combattu? Non, pas du tout. Il y a le 11 septembre. Le 11 septembre? Le 11 septembre, juste moi à ma sortie du camp, je vais rentrer chez moi évidemment parce que je viens de passer 60 jours dans un camp d'entraînement, j'en ai marre. D'autant plus que je suis énervé parce que évidemment c'était pas ce que j'avais imaginé. Donc moi je veux rentrer en France et puis il y a le 11 septembre qui arrive et on m'explique que les choses sont beaucoup plus compliquées et qu'on peut pas repartir comme ça. Mais en même temps, il y a une chose que moi j'ai remarqué en Afghanistan, c'est qu'il était très facile d'y rentrer. En revanche, pour en sortir, c'était vraiment pratiquement impossible, quoi. Et ça, c'est vraiment une chose qui m'a marqué. Mourad Benchelali, vous avez croisé Ben Laden. Vous étiez dans ce camp. Je ne sais pas qui c'est à l'époque. Vous ne saviez pas qui il était. Vous avez vu arriver un aéropage, si je puis dire, entourant un homme grand. Pour moi, c'est un prédicateur qui vient faire un discours. Alors, il y a une espèce de convoi avec des 4x4. Même sans le connaître, je me rends compte que c'est quelqu'un d'important. Il a ses gardes du corps autour de lui. Il y a une certaine excitation dans le camp et il fait un discours. Vous apprenez plus tard que c'était je parle pas l'arabe en fait. Voilà, et puis Donc vous êtes arrêté par les Américains? Je suis capturé au Pakistan. Au Pakistan, parce que vous avez fui. Parce que j'ai fui, moi je veux rentrer chez moi. Arrivé au Pakistan, j'ai réussi déjà à franchir la miracle, frontière. parce qu'il y a eu les bombardements, il y a eu l'intervention américaine qui a compliqué les choses évidemment. J'ai quand même réussi à regagner le Pakistan. C'est Peshawar, la région de Peshawar ou Oui, par là. Oui, je vois. J'ai été capturé par les villageois qui m'ont vendu aux Américains. Et les Américains ensuite m'ont transféré à Guantanamo. Vous êtes resté combien de temps à Guantanamo? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Avec la tenue orange. D'ailleurs, vous ne supportez plus. C'est pas ma couleur préférée, on va dire. Oui, c'est pas votre couleur préférée. 2 ans et demi, c'était quoi Guantanamo? Qui est toujours ce camp, qui est toujours ouvert, malgré les promesses de Barack Obama, rappelons-le. Les journées sont rythmées par les interrogatoires. On est interrogé par la CIA, le FBI. Je vais même être interrogé aussi par la police française qui va venir 3 fois. Et donc, c'est parfois violent. Enfin, ça dépend des équipes qui nous interrogent. Des fois, c'est violent. C'est quoi la violence? La violence, c'est on est menotté pendant des heures à une barre de fer. On nous jette de l'eau sur le corps et puis on met la climatisation à fond. Il y a les soldats qui nous rouent de coups. Il y a des chiens pour nous intimider. Enfin, il y a un tas de choses. Comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas craquer, pour ne pas... Je ne vais pas vous plaindre, hein. Je vous dis tout de suite, hein. On n'est pas là pour plaindre qui que ce soit. On est là pour raconter des faits. Moi, simplement, je me dis simplement que j'ai pas le choix. Que je patiente ou que je patiente pas, le résultat est le même. Il faut tenir. Il faut tenir. Et puis je pense à ma famille et je me dis qu'il faut que je tienne pour eux.
Bien, vous rentrez en France, vous faites de la prison en France aussi. Oui. 18 mois, c'est ça? Oui, 18 mois. 18 mois. Et là, vous avez croisé la radicalisation en prison, non? Mais bien sûr. Je dis, ça favorise quand même pas mal la prison, la radicalisation. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est cette privé de sa liberté. Comment est-elle après radicalisation pour les uns n'est pas peut-être la radicalisation pour les autres. Oui. C'est des gens, par exemple, certains par exemple vont être beaucoup plus assidus dans leur religion. Alors pour certains, ça va pas être une radicalisation. Oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le sentiment d'injustice lui a augmenté. Parce qu'on se dit, quand quelqu'un qui veut avoir un discours de haine en disant les Français sont ennemis des musulmans et tu vois, ils te combattent dans ta religion. Et quand vous êtes incarcéré, vous êtes privé de votre liberté, ça donne un argument supplémentaire à ceux qui vous embrigadent, qui vous expliquent, qui vous disent, tu vois, si t'es détenu, c'est bien la preuve que c'est une preuve de plus. Alors aujourd'hui, votre métier, vous êtes carreleur de métier, mais vous travaillez dans l'insertion aussi, et là, vous voulez aider. Vous voulez apporter finalement à la société votre expérience. Vous voulez leur dire à tous, aider tous ces jeunes et toutes ces familles. Et surtout, ne partez pas. Vous avez cette envie d'aider aujourd'hui, cette envie d'être. En fait, moi, je vous ai dit, moi, je l'ai déjà fait. Cette envie d'aider, je l'ai toujours fait. En réalité, j'ai toujours eu. Parce que j'ai tiré des leçons aussi de tout ce que j'ai vécu, évidemment. Bien sûr. Quand j'ai rencontré une personne qui s'appelle Amou Bouakaz, donc qui est un ancien conseiller à la mairie de Paris. Oui. Et donc, il me dit, c'est aberrant que on t'invite en Belgique ou en Suisse, etc., mais qu'en France, on t'a jamais invité. Parce que vous êtes toujours le terroriste d'Al-Qaïda? Parce que, oui, voilà, j'ai cette image. Déjà, le fait d'être passé par la case prison, forcément, les gens se disent, voilà, c'est déjà une preuve de culpabilité, il n'y a pas de fumée sans feu. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'amertume par rapport à ça. Le fait d'être incarcéré, je me suis dit que les plus susceptibles de nous poursuivre, c'était les Américains, alors que les Américains n'avaient aucune charge contre nous. Et donc, Amou me dit, moi j'ai une association qui s'appelle Le Sens des Autres, et ce serait bien que tu partages, toi, comme tu le fais ailleurs, tu partages ton expérience. À travers des jeunes, en parlant aux jeunes, notamment, ça peut être dans des quartiers, en prison, enfin on peut réfléchir encore sous la forme, mais voilà, moi j'ai toujours pensé qu'évidemment parler de mon histoire, ça peut être utile évidemment pour expliquer aux jeunes voilà, les conséquences. Et votre rapport à la religion aujourd'hui, il a changé? Oui, je suis plus religieux maintenant. Vous êtes plus religieux maintenant qu'avant? Oui, bien sûr. Moi, c'est à Guantanamo, je vous ai dit, j'ai jamais... Guantanamo, c'est là que j'ai vraiment appris le Coran, où j'ai vraiment appris la religion. D'ailleurs, j'avais que ça à faire. Pour cette lecture, j'avais le Coran. Oui. Donc forcément, j'ai jamais autant lu le Coran qu'à Guantanamo. Donc oui, aujourd'hui, je suis beaucoup plus religieux, évidemment. Beaucoup plus religieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis beaucoup plus assidu dans les prières. Je ne l'étais pas avant. Ça veut dire que je lis souvent le Coran, je médite sur ces versets. Ça veut dire que, voilà, c'est surtout ça. Surtout ça. Vous avez trouvé la paix grâce au Coran? Oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à... Ça a été un moyen de tenir le coup, évidemment, de m'accrocher. La religion, c'est aussi un moyen de surmonter les épreuves. Lorsqu'il y a des actes comme ceux qui sont commis par l'État islamique en Syrie ou en Irak, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez vu, quand l'État islamique décapite un journaliste, il lui met la tenue orange. Oui. Pour ça que je voulais vous en parler. Moi, j'ai toujours milité pour la fermeture du camp de Guantanamo. Pas simplement parce que j'y étais torturé, mais parce que j'ai la conviction que Guantanamo est une formidable fabrique de terrorisme. Et qu'elle donne aux arguments, que ce soit l'État islamique ou les groupes terroristes, des arguments supplémentaires justement pour prêcher la haine, etc. Voilà. Et moi, je suis étonné en France, comme il y a un silence par rapport à que ce soit les intellectuels ou les politiques sur l'existence de Guantanamo. Pourquoi est-ce qu'ils ne condamnent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas la fermeture? Mais au-delà de Guantanamo, ces atrocités commises par ces extrémistes, la communauté musulmane, vous la trouvez timide? Vous trouvez qu'elle s'exprime suffisamment ou pas?
autour de ça? Parce que on lui a reproché, pour à tort ou raison, ça fait débat, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le vis comme ça, moi c'est mon interprétation, mais en France, quand les musulmans ont des revendications, que ce soit au niveau de la religion, par exemple, je sais pas, pour une mosquée, etc., on dit non, la religion c'est privé, vous en parlez pas. C'est la laïcité, etc. Et quand il y a des problèmes que les gens estiment liés à l'islam, la première chose qu'on vous envoie, c'est votre islamité. On dit, vous voyez, les musulmans, vous les musulmans, et on vous somme presque de vous justifier, alors qu'évidemment, c'est pas l'islam. Et moi, j'ai trouvé ça bien que des musulmans, spontanément, ils l'ont fait, je pense que beaucoup l'ont fait spontanément en disant, voilà, nous on condamne, etc. Mais ce que je regrette, c'est certains politiques qui somment les musulmans de devoir s'exprimer là-dessus et qui presque leur donnent l'injonction de le faire. Et moi, je trouve pas ça juste. Dernière chose, juste un mot sur votre avocat, l'un de vos avocats. Il y a mon avocat Jacques Debré, donc je suis à ses côtés. Il se bat depuis des années contre la maladie de Charcot. C'est une maladie évidemment extrêmement grave. Et on a créé une association qui s'appelle Jacques Debré, une main tendue contre la SLA. Et on a besoin de dons parce que la famille est dans une grande détresse. Merci à vous d'être venu nous voir ce matin. Mourad Ben Sulayli, témoignage rarissime. 8h57.